Yana Senalova, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes la gérante de la française Luxe Forum Global Real Estate Securities, un fonds qui permet d'investir dans les valeurs foncières mondiales. Il s'agit d'un fonds qui a un peu plus d'1 an et demi d'existence, c'est bien ça? Oui. Et c'est un fonds qui dispose d'un encours avoisinant les 145 millions d'euros. Alors Yana, quel est l'objectif de ce fonds? L'objectif de notre fonds est triple. Premièrement, générer un dividende de 4% plus par an. Deuxièmement, le focus est sur rendement absolu. Alors, notre objectif est d'atteindre un rendement positif annualisé de 6 à 8% d'ici 3 à 5 ans. Et troisièmement, c'est le focus sur le contrôle des volatilités et protection des capital. Normalement, la volatilité d'indice immobilier global est entre 15 et 20% par an. Notre objectif est volatilité maîtrisée à peu près environ 5 à 8% par an. Donc en effet, une volatilité plutôt basse. À quel type d'investisseurs le destinez-vous, ce fonds? Nous pensons que ce produit peut intéresser plusieurs types de clients. Dans un environnement de faible taux d'intérêt, les investisseurs particuliers cherchent à échapper à des dépôts et des produits de dette. Et ils cherchent la diversification et particulièrement le rendement des dividendes intéressant. Alors nous avons levé des fonds grâce à des banques privées, des investisseurs particuliers et aussi grâce à bureaux de gestion de patrimoine. Mais aussi, on a avec succès avec le secteur institutionnel, avec les fonds de fonds et aussi avec les compagnies d'assurance. La répartition entre les clients aujourd'hui est moitié-moitié. D'accord. Donc c'est vraiment un fonds pour ceux qui recherchent du rendement, bien évidemment, mais qui veulent en obtenir autrement que sur le marché obligataire, c'est ça? C'est un fonds dans le secteur des actions, parce que la corrélation est plus haute avec le secteur des actions général qu'avec le secteur obligataire. Mais c'est très particulier parce qu'on utilise cette protection et couverture pour pouvoir maîtriser la volatilité. Alors ça, on va y revenir. J'ai une question qui tient plus à la gamme, puisque la Française AM a une gamme de fonds immobiliers déjà très étoffée. Qu'est-ce qu'apporte votre fonds dans cette gamme? Alors, ce sont les investissements dans l'immobilier coté avec une liquidité quotidienne. C'est très différent parce que dans le secteur immobilier physique, il n'y a pas la liquidité quotidienne. C'est un fonds global. Alors, on a investi partout dans le monde. Il y a exposition à plusieurs marchés avec une corrélation petite. Et aussi, ces marchés sont exposés à les cycles différents immobiliers et aussi différents en ce qui concerne les taux d'intérêt. Alors, très bien, mais qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui un investissement dans des foncières mondiales ou en tout cas des foncières un peu partout dans le monde? En quoi cette thématique immobilière présente un intérêt pour un investisseur particulier aujourd'hui? Bien sûr, parce que le secteur immobilier donne les rendements de dividendes. C'est très important aujourd'hui. Et aussi, ce type d'investissement peut offrir exposition à croissance dans le marché mondial. Alors je disais que vous investissiez dans des foncières cotées, mais pas seulement. Vous avez une partie de vos encours qui est placée dans des actions préférentielles, des titres de créance émis par des foncières cotées, et puis vous investissez aussi dans des opérateurs immobiliers dont on sait que le paiement du dividende n'offre pas forcément une grande visibilité. Est-ce que ce n'est pas un risque d'investir dans ce type de véhicule? Pour nous, nous considérons la diversification des instruments comme une diversification des risques. Par exemple, les actions préférentielles ne sont pas très liquides, mais il n'y a pas beaucoup de volatilité. C'est la même chose avec les titres de créance. Mais pour ça, on doit limiter l'exposition à ce type d'investissement à 10%. Les fonciers cotés et les promoteurs sont beaucoup plus liquides, alors la plupart des expositions est investie dans ce type d'instruments, mais ils ont aussi un comportement complètement différent aux actions préférentielles, aux titres de créance. Alors pour nous, c'est diversification des risques. Quelle est la ventilation du portefeuille justement entre ces différentes poches? Aujourd'hui, nous avons environ 6 ou 7% investis aux actions préférentielles.
Nous n'avons pas exposition au titre des créances aujourd'hui parce que le rendement actuel n'est pas très attractif. Alors logiquement, la plupart d'expositions est investie dans les titres de côté et aussi aux promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, nous n'avons pas plus de 25% d'exposition aux promoteurs immobiliers parce que le risque est plus haut, mais c'est une bonne source de croissance pour les investisseurs. Alors, votre univers d'investissement est global, on l'a dit. Comment procédez-vous à la sélection de titres? D'ailleurs, vous êtes combien pour effectuer la sélection? Et puis, est-ce que vous utilisez des filtres quantitatifs? Alors, nous analysons 600 titres partout dans le monde. Nous utilisons une analyse fondamentale, analyse de flux de trésorerie et aussi analyse des actifs. Mais on compare les rendements prévus toujours avec le niveau de risque de chacun titre. Notre stratégie n'est pas benchmarkée, alors il y a un focus sur une forte conviction dans notre sélection de titres. Nous sommes 8 professionnels, gérants, analystes, traders, basés à Singapour, à Londres et aux États-Unis. Et nous n'utilisons pas les filtres. Pour nous, c'est important d'entendre toutes les sociétés cotées parce que dans chaque instant, les sociétés peuvent présenter une opportunité pour la partie longue ou pour la partie courte de la portefeuille. Et nous essayons de mélanger l'analyse qualitative et quantitative dans notre processus d'investissement. Nous avons plus de 1000 rendez-vous avec le pilotage de sociétés cotées partout dans le monde par an. Combien de titres au final après cette sélection dans le portefeuille? Normalement, c'est entre 50 et 70 titres dans la partie longue. Nous avons aussi la partie courte pour la protection et le panier court à entre 25 et 35 titres. Vous investissez partout dans le monde, on le répète. Est-ce que vous portez du coup un risque de devise? Bien sûr, c'est une très bonne question. Parce qu'on investit partout dans le monde, il y a un risque de devise. Mais nous essayons de couvrir ce type de risque dans une manière opportuniste. S'il y a une exposition de plus de 10% dans une devise particulière, on va faire la décision si on va couvrir ce risque partiellement, entièrement ou pas du tout. Les autres devises ne sont pas très bien représentées au niveau des portefeuilles, alors le risque n'est pas très grand et on fait beaucoup d'attention à les autres devises. Aujourd'hui, nous avons une exposition au dollar américain, au dollar de Hong Kong de plus de 10% cumulativement. Et nous avons commencé à couvrir ce type de risque depuis avril de cet an. La moitié est couverte. Alors, le risque de devise, c'est une chose, il y en a, mais parlons du risque en général. Comment tentez-vous de le maîtriser? Est-ce que vous recourez à des instruments de couverture? Oui, ils sont deux types de risques, le risque systémique et le risque cyclique au niveau des domaines immobiliers qu'on essaie à couvrir dans notre portefeuille. On utilise les dérivés pour pouvoir protéger contre le risque systémique, alors une forte chute du marché de plus de 10%. Et aussi, on utilise un panier de positions courtes pour pouvoir protéger contre le risque cyclique, alors le baisser des marchés immobiliers entre moins 3 et moins 5%. Et cette combinaison est très forte, comme on a vu cette année, pour pouvoir protéger contre la volatilité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui montrent que cette stratégie d'utilisation d'instruments de couverture est déjà payante en termes de volatilité? Oui, alors si on analyse les performances, on verra que la volatilité de notre fonds est 6%. Si on compare ça avec l'indice immobilier global ou avec l'indice des actions générales, la volatilité est plus de 15%. Alors, on peut dire que nous avons réussi à réduire la volatilité environ 60%. Alors c'est pas mal pour le moment. Jetons un coup d'œil aux performances, si vous voulez bien, depuis création, c'est-à-dire depuis le 28 février 2014. Ce sont des performances arrêtées au 3 novembre. Alors la française Lux Forum Global Real Estate Securities engrange en cumulé 10,3% de gains, soit une performance annualisée de 6,01%. Alors on n'a pas bien évidemment encore un historique suffisant pour apprécier la qualité de la gestion, mais quel est votre commentaire sur cette performance? Alors on peut réfléchir sur les performances en comparaison avec notre objectif.
on a obtenu une performance absolue de plus de 6% annualisé, volatilité d'environ 6%, et aussi rendement de dividendes de 4,6%. Cela conforme à notre attente et aussi à les promesses que nous faisons aux investisseurs. Mais je pense que c'est très important à mentionner cet an 2015 parce qu'on a vu beaucoup plus de volatilité. Dans les périodes très volatiles où le marché est baissé entre 8 ou 10%, on a été capable de protéger 45 ou 70% du capital des investisseurs. Alors justement, je voulais m'attarder un petit peu sur cette période récente. Vous avez été un peu secoué depuis le printemps. Vous n'êtes pas les seuls, mais votre fonds n'a pas échappé au mouvement correctif. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné durant cette période ? Pendant le deuxième trimestre, le marché a perdu environ 10% de performance. C'était à cause de l'anticipation de la hausse des taux d'intérêt de la Fed et aussi on a vécu la crise avec la Grèce. Et pendant cette période, on a perdu justement 3,8% de performance. Alors, on était capable de protéger plus de 65% de performance. Pendant le mois d'août, l'indice a perdu entre 7 et 8%, l'indice immobilier 7%, l'indice des actions générales 8%. Nous avons capable de protéger la moitié du capital pendant cette période. Tout ça était connecté avec l'anticipation de l'opération de la Fed et nous espérons que pendant les prochains mois, ça va continuer, cette volatilité. Alors avoir la possibilité de protéger le capital et réduire la volatilité au niveau des portefeuilles reste très important. Alors réduire la volatilité, très bien, mais il faut aussi créer de la valeur. Justement, dans ce contexte et notamment dans la perspective d'une remontée des taux aux États-Unis, comment allez-vous créer de la valeur avec votre fonds ? Aujourd'hui, nous préférons l'exposition au marché avec la politique monétaire expansive. Et la plupart du monde continue avec la politique expansive. L'exception, c'est les États-Unis. Et aussi, pour nous, la valorisation est plus riche au Royaume-Uni. Alors, ces deux marchés sont moins favorables. Notre exposition est concentrée en Europe, au Japon, un petit peu en Chine et aussi aux marchés qui ont souffert beaucoup avec les chutes des prix des matières premières comme Australie et au Canada. Et est-ce que vous vous focalisez sur des moyennes capitalisations, sur des grandes capitalisations pour générer de la valeur ? Alors, c'est très opportuniste. Aujourd'hui, nous avons la plupart investi au titre de moyenne ou petite capitalisation, mais ce n'est pas la règle. S'il y a plus d'opportunités dans les tiers de haute capitalisation, on va favoriser ce type d'investissement. Vous ne serez pas dogmatique. Pas dogmatique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de valeurs, de convictions du moment ? Aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter exposition au Japon parce que ce marché n'a pas participé dans la rallye pendant les derniers mois. Mais on anticipe les actions de Banque centrale du Japon, plus de politique expansive monétaire pendant les prochains 2 ou 3 mois. Et avec ça, notre préférence est pour le titre qui s'appelle Tokyo Tatemono. C'est un opérateur immobilier avec une valorisation très favorable, plus bêta exposition au marché. Alors, on anticipe que ce type de société peut être favorisé quand la Banque centrale japonaise décide à imposer plus d'argent à l'économie japonaise. Mais puisque vous cherchez des zones bénéficiant de politiques monétaires accommodantes, vous ne pouvez pas évidemment ignorer l'Europe. Et alors en Europe, quelle est votre conviction du moment ? Oui, nous aimons l'exposition en Europe, mais c'est un marché un petit peu plus cher que le Japon. Un des titres qu'on ajoutait pendant l'été, c'était Merlin. C'est une société espagnole qui existe depuis 18 mois comme une société publique cotée. Pour nous, le marché espagnol a beaucoup de potentiel d'appréciation parce qu'il y a beaucoup de consolidation dans le marché et aussi
peut-être le marché unique en Europe qui peut voir les croissances des loyers plus fortes pendant les prochaines 3 ou 5 ans. Alors, pour ça, on a acheté Merlin, la société plus grande en Espagne. Alors Yana, votre fonds propose 2 types de parts, une part capitalisation, une part distribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors, la classe de distribution vers les dividendes dans une manière régulièrement, trimestriellement. Chaque trimestre, vous pouvez accéder à plus de 1% de distribution de dividendes nets. La classe de capitalisation réinvestit les dividendes dans les fonds. Enfin, c'est la décision des clients s'ils préfèrent la capitalisation ou distribution, parce que peut-être il y a aussi autres répercussions fiscales. Alors, Yana, dernière question. Si vous deviez donner 3 points forts de votre fonds, quels seraient-ils? Rendement absolu, alors performance positive. Deuxièmement, contrôle de volatilité. Et troisièmement, rendement de dividendes très attractif. Yana, merci. Merci beaucoup, Vincent.